Renato Moicano pense que Tom Aspinall aurait pu continuer le combat après le coup de doigt dans l'œil, mais qu'il a choisi de ne pas le faire pour des raisons purement économiques. Selon lui, le champion a voulu garder sa ceinture afin de revenir dans la cage en tant que détenteur du titre lors du match revanche et ainsi toucher à nouveau une part des ventes à la carte. S'il avait été déclaré perdant, cet argent lui serait passé sous le nez. Renato en est convaincu. Il ne s'agissait pas seulement de blessures ou de sécurité, mais d'un geste réfléchi, une décision stratégique que peu de combattants auraient su prendre dans la tension d'un affrontement. Pendant ce temps, le père de Tom, Andy Aspinall, réclame des mesures concrètes de la part de l'UFC pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Il estime qu'il est grand temps que l'organisation revoie la conception des gants et les règles autour des coups aux yeux, avant qu'un combattant ne subisse des dommages irréversibles. Andy a aussi confié que le médecin les avait avertis. La situation aurait pu tourner au drame. Si Tom avait reçu un coup de pied à la tête, juste après cet impact, il aurait pu souffrir d'une lésion grave derrière l'œil. Une idée terrifiante. Et au vu de toute l'agitation qui entoure ce combat, il semble que l'UFC n'aura plus le luxe d'ignorer ce genre de problème. Leur revanche devrait avoir lieu, soit lors de l'événement UFC 323 en décembre, soit en janvier 2026. Je pense qu'il aurait pu continuer le combat, tu vois, mais à mon avis, il a pris une décision d'affaires. Oui, c'est exactement ça, un choix guidé par l'intérêt. Il s'est dit simplement, si j'étais à la place de Cyril Gane, je ne me serais pas arrêté, parce que sinon je perdrais ma chance pour le titre. Mais lui, c'est le champion. Et donc, il va toucher comme un champion. Il pouvait se battre, mais il a préféré ne pas risquer. Peut-on appeler ça de la lâcheté? Je ne sais pas, peut-être. Donc tu penses qu'il avait tout prévu? Non, je crois qu'il a vraiment été blessé. Peut-être qu'il ne voyait plus d'un œil. Mais je connais des combattants qui continuent à se battre, même dans ces conditions. Tu comprends? Cyril Gane est un frappeur bien trop dangereux. Entrer contre lui avec un seul œil, c'est de la folie, frère. Tu peux partir au tapis à tout moment, surtout chez les poids lourds. Et le fait qu'il garde sa ceinture et puisse maintenant organiser une revanche avec une part des ventes comme champion en titre, c'est tout simplement logique. S'il avait continué et s'était fait assommer, sa carrière aurait pu s'effondrer. Rappelle-toi juste ce qui est arrivé à Anthony Smith, j'en suis sûr. Henry Cejudo et Tija Dillashaw, deux anciens champions réputés pour leur sens tactique exceptionnel, ont partagé leurs réflexions sur la manière dont Umar Nurmagomedov pourrait enfin percer le mystère nommé Merab Dvalishvili. Dans le podcast de Jackson, Dillashaw a décortiqué en détail ce qui, selon lui, n'a pas fonctionné lors de la dernière prestation d'Umar, et surtout comment y remédier. Il a souligné qu'au combat contre Batista, le cardio de Nurmagomedov avait clairement baissé dans les derniers rounds, ce qui est impensable face à un monstre comme Merab. La solution, d'après TJ, serait évidente. Envoyer Umar s'entraîner avec Sam Calavita au Training Lab, le même expert qui a façonné la carrière légendaire de Dillashaw et conçu le système d'endurance utilisé par Khamzat Chimaev. Dillashaw appelle cela l'arme secrète. Avec une approche aussi scientifique, Umar serait capable de maintenir un rythme de champion pendant 5 rounds entiers sans se laisser submerger par la pression de Merab, mais en répondant coup pour coup. Henry Cejudo, de son côté, a lui aussi pris la parole. Il a analysé le style de Dvalishvili, mis en lumière ses points faibles et partagé son point de vue, basé sur sa propre expérience dans la cage. Voyons maintenant tout cela de plus près. Reste au centre, ne recule pas. Voilà ce que je dirais à propos de Merab. C'est un combattant qui met la pression, mais pas seulement par la force. Il le fait grâce à son mouvement constant. Plus il avance, plus il lui est facile d'imposer son rythme et de construire ses enchaînements. Donc, si tu bouges latéralement, que tu changes les angles, surtout si tu regardes bien mon premier round, tu verras ce que j'essayais de faire.
jusqu'à ce que je sois fatigué et que l'aine commence à me trahir. Bref, c'est comme ça qu'il faut combattre. Rester au centre et imposer le rythme. Mais si tu commences à reculer, à lui laisser de l'espace, à le laisser trouver sa cadence, alors il prend le contrôle, il attaque, surtout quand il cherche le takedown. Je pense que c'est là que réside sa vraie force. Si je devais me préparer à l'affronter à nouveau, je ne bosserais que sur une chose, la défense contre les amener au sol, rien d'autre. Rester au centre et lui imposer la bagarre. D'ailleurs, Merab perd presque toujours le premier round. Ça a été le cas avec moi, avec lui, avec Cory aussi. Dans le dernier épisode du podcast Nisa TV, animé par Salah Koufou, un proche ami du combattant kazakh Shavkat Rakhmonov, une nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Rakhmonov a mis un terme à sa carrière. Salah a expliqué en détail que depuis sa victoire difficile contre Ian Machado-Gary et les blessures qui ont suivi, Shavkat n'est plus remonté dans l'octogone depuis près d'un an. Mais d'après lui, la décision n'est pas seulement liée à la convalescence. Rakhmonov se serait profondément désillusionné vis-à-vis du système de l'UFC et de la manière dont l'organisation choisit qui mérite un combat pour le titre. L'équipe de Shavkat estime qu'il avait largement gagné ce droit, mais le promotion continue de privilégier les grands noms plutôt que les véritables mérites sportifs. Un constat qui l'aurait totalement démotivé. À l'origine, sa blessure ne devait l'éloigner que pour quelques mois, mais entre la longue pause d'environ un an et son amertume croissante, la décision de raccrocher les gants semble aujourd'hui logique. La nouvelle est bien sûr remontée jusqu'à Dana White, qui n'a pas tardé à réagir publiquement, ajoutant encore un peu de tension à une catégorie des welters déjà très disputée. On rappelle qu'il devait initialement affronter Kamaru Usman dans un combat de prétendants au titre, mais le duel n'a jamais eu lieu. Usman a finalement combattu Joaquin Buckley et s'est imposé. Je vais le redire une dernière fois, et cette fois, je conseille à tout le monde de me prendre au sérieux. Je sais que Shavkat ne remettra plus jamais les pieds dans l'octogone. Tu me dis qu'il s'entraîne tous les jours? Et alors? Qu'il s'entraîne? Ça ne prouve rien. Ce n'est pas parce qu'il reste actif à la salle qu'il va revenir combattre. Je le sais, il ne reviendra plus, peu importe les entraînements. En novembre, cela fera exactement un an depuis son dernier combat, une année complète. Les gars contre qui Shavkat aurait pu se battre ont déjà des combats prévus entre le 16 et le 22 novembre. Pour qu'il ait une chance au titre, il devrait d'abord battre l'un d'eux. Et s'il affrontait des combattants du niveau de Buckley, ça ne le rapprocherait pas du titre. Tout ça prendrait au minimum encore 6 mois. Ce qui veut dire qu'entre-temps, 1 an et demi se serait écoulé depuis sa dernière apparition dans la cage. Je te le dis, Shavkat Rakhmonov ne combattra plus. Je ne sais pas si quelqu'un s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il a fait. Avec lui, on ne peut jamais rien prévoir. Dans ce sport, tout peut arriver, absolument tout. À un moment, chacun doit avancer, prendre des décisions pour lui-même et pour les siens. Alors, s'il a choisi une autre voie, c'est que c'était la bonne pour lui. Dans une récente interview accordée à Sky Sports, Dan Hooker a été très clair. Il en a assez d'être simplement le mec spectaculaire sur la carte. Désormais, son objectif est net. La ceinture, sans détour, ni faux semblant. Il a expliqué pourquoi il ne cherche pas à affronter Dustin Gaethje, estimant que ce dernier n'est pas le bon adversaire et que le véritable chemin vers le titre passe par Arman Tsarukyan, mais ses propos n'étaient pas qu'une question de stratégie. Hooker a ouvert une fenêtre sur son état d'esprit. Il refuse de jouer un rôle juste pour plaire au public. En faisant allusion au style de Colby Covington, il a ajouté qu'il préfère être détesté pour ce qu'il est plutôt qu'aimé pour une image inventée. The Hangman affrontera Arman Tsarukyan lors de l'événement UFC au Qatar prévu pour le mois de novembre. Ce combat devrait, sauf surprise, désigner le prochain challenger pour la ceinture d'Ilia Topuria, à condition bien sûr que El Matador reste dans la catégorie des poids légers et ne monte pas pour défier Islam Makhachev chez les welters. Voyons maintenant ce qu'a réellement déclaré Hooker.
À mon avis, Arman est le meilleur de tous. Oui, vraiment, le meilleur. Voilà ce que j'appelle un vrai combat. Si je bats Gaethje, ce ne sera qu'un affrontement spectaculaire, rien de plus. À un moment, il faut choisir ce que tu veux être. Le gars qui fait le show, qui cherche le chaos pour le public, ou celui qui vise la ceinture. Avant, je voyais les choses autrement. Je voulais juste des combats explosifs, des moments où les gens se disent « Voilà le type qu'on attend, celui qui met les autres os au tapis ». Puis un jour, tu te retrouves en main event et tu te demandes « Et maintenant, quoi ?» Justin Gaethje, ce n'est pas celui qui m'emmènera au sommet. Avec lui, c'est juste des mots de tête et un peu plus d'argent. Et alors, la vraie route vers le titre, c'est Arman Tsarukyan.